Bonjour à tous, merci de votre disponibilité et merci de venir voir notre présentation cet après-midi. Donc juste avant de commencer, deux mots sur nous, qui sommes-nous finalement. Donc on appartient au cabinet Wavestone. Donc Wavestone, on est un cabinet de conseil en management et système d'information. On accompagne les grandes organisations dans leurs projets de transformation. Donc on fait du conseil aussi bien auprès des fonctions métiers, donc les métiers de l'assurance, de la banque, des transports, de l'énergie, des télécoms. On fait du conseil auprès des fonctions transverses, des entreprises, les RH, la finance par exemple. Et puis on fait du conseil en technologie, et notamment sur la protection des données et la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on vient vous parler d'anonymisation des données. Et donc pour ma part, Laurent Guillet, je suis senior manager en cybersécurité et protection des données chez Wavestone à Nantes. Et je suis accompagné de Laurent. Je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, Laurent Clojançon, consultant senior spécialisé en data. Voilà, donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous parler d'anonymisation et on va essayer de répondre ensemble à la question, l'anonymisation, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est vraiment la pierre angulaire d'une stratégie data aujourd'hui? Donc juste pour mettre un doigt sur la problématique autour de l'anonymisation, on va retourner un petit peu en arrière et on va parler d'un exemple un petit peu typique d'il y a quelques années d'une vulnérabilité autour de l'anonymisation. Donc on va se placer en 2017, vous avez la société Alteryx qui récupère une base de données concernant 120 millions de foyers américains. Donc dans son métier, cette société, elle propose des solutions marketing et donc elle analyse des données qu'on lui transmet, qu'elle achète auprès de brokers. Donc là, dans ce cas-là, elle a acheté la base de données concernant 120 millions de foyers américains avec 248 critères, donc 248 colonnes dans cette table sur ces foyers. Donc tous les noms, prénoms, données directement identifiantes avaient été supprimés, mais néanmoins, il restait les revenus, le nombre de personnes dans le ménage, les crédits, quelques données très sensibles donc, et puis un certain nombre de données administratives sur ces foyers. Ces données se retrouvent cette base de données se retrouve malencontreusement mal protégée et peu importe sur un bucket S3 Amazon et donc relativement facilement accessible. Et donc ça génère un petit scandale. Des utilisateurs, enfin des scientifiques vont récupérer ces données et vont les analyser pour voir si on peut réidentifier des personnes. Leur conclusion est que quasiment 100% des données sont réidentifiables. Donc parmi ces 120 millions d'utilisateurs, on peut retrouver nominativement l'ensemble des 120 millions, quasiment complètement. Et de son côté, la société Alteryx dit « mais moi j'ai complètement déidentifié, j'ai supprimé nom, prénom de toutes les bases, il n'y a aucune donnée directement identifiante ». Qu'on voit un peu toute la difficulté à travers de ce cas autour de l'anonymisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même très relatif, c'est complexe de bien faire. On comprend le point de vue de la société Alteryx, son métier c'est quand même l'achat de données et l'utilisation à des fins marketing, donc elle a besoin de données, elle a déidentifié de manière un peu rapide, un peu simpliste, et donc finalement cette anonymisation n'a pas marché, même si elle fait preuve de bonne volonté, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas elle ne fait pas preuve de mauvaise volonté non plus. Voilà, là on voit tout de suite que c'est une question un petit peu compliquée et des cas comme ça finalement, donc ça c'est un exemple où on avait beaucoup de données, beaucoup de foyers concernés et très visibles, donc très médiatisés, mais finalement des cas comme ça il en existe beaucoup et on en voit régulièrement sur la toile qui sont publiés. Donc voilà pour poser la problématique. Maintenant, pour définir un petit peu l'anonymisation en un slide, de quoi on parle. Donc, dans le cas général, on va parler de masquage de données. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que des données à caractère personnel, des données identifiantes, ne permettent plus, après transformation, d'identifier les personnes auxquelles se rattachent ces données. On va découper en deux catégories les sujets d'anonymisation. Il y a tout ce qui va être réversible et irréversible. Donc, dans la littérature et dans la réglementation, l'anonymisation, ça regroupe les techniques irréversibles. C'est-à-dire, à partir d'une base de données, on fait des transformations qui font que le résultat ne permet en aucune manière d'identifier des personnes concernées par ces données. Tout parti. Je simplifie, il y a plusieurs critères, mais en gros, c'est ça. L'anonymisation, c'est irréversible. Tout le reste, toutes les transformations approximatives, parfois très bonnes, mais qui répondent à des besoins particuliers, on va être dans des cas de pseudonymisation. Donc là, vous avez un exemple avec une table, une base de données, livre-auteur. Vous avez un exemple d'anonymisation. On simplifie le titre du livre, on garde que les initiales, on supprime tous les auteurs. Ça, on ne peut pas renouveler, on ne peut pas réidentifier les personnes et les livres qu'elles ont rédigés. A l'inverse, vous avez un exemple de pseudonymisation sur la partie gauche du slide où vous avez les auteurs qui sont remplacés par des trigrammes aléatoires. Et donc, je publie par exemple, ou je vends par exemple ma base livre-auteur qui permet de savoir par exemple combien de livres a rédigé un auteur. Et en interne, je garde une table de correspondance, ces trigrammes aléatoires, à quel auteur sont-ils rattachés. On est typiquement dans un cas de pseudonymisation, c'est-à-dire sans les données internes, je ne vais pas pouvoir réidentifier les personnes. Par contre, il existe un moyen de les réidentifier avec ces données. Voilà, donc pseudonymisation
réversible, anonymisation irréversible. Il y a plein de manières de faire de l'anonymisation ou de la pseudonymisation. Je ne vais pas toutes les lister, vous en avez quelques exemples ici, il y en a plein d'autres. Vous pouvez par exemple tokeniser les données, vous supprimez une partie des champs identifiants sur le numéro de téléphone, vous voyez, on garde les 2 premiers chiffres, les 2 derniers chiffres. Bon, exemple d'anonymisation, on ne pourra pas remonter à l'utilisateur à qui appartenait ce numéro de téléphone avec la dernière donnée. Vous avez la technique de généralisation, c'est-à-dire qu'on va, sur un ensemble avec une certaine distribution, aller sur des ensembles moyennés ou des catégories par palier. Et on va dire sur une table avec une base de données d'âge, on va faire des catégories, les 12-25 ans, les 25-35, etc. Donc là, comme ça, avec cette massification, cette généralisation, on ne peut plus identifier les personnes à partir de leur âge et d'autres données éventuellement. Vous avez plein de techniques, le floutage, le masquage, le hashing, le hachage en français, le chiffrement, bon bref, plein de techniques qui à chaque fois vont être soit de l'anonymisation, soit de la pseudonymisation. Et finalement, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est, bien identifier, c'est quelle technique va répondre à votre besoin par rapport à vos enjeux métiers, mais par rapport au risque de réidentification pour les personnes concernées. Le risque de réidentification dépend aussi des données de la base. Forcément, s'il y a des données de santé ou si on est juste sur des données administratives non sensibles, le risque pour la personne concernée n'est pas le même. Donc, tout ça pour dire, toutes ces techniques d'anonymisation, de pseudonymisation, finalement, vont être utilisables, combinables éventuellement en fonction de vos besoins. Si par exemple vous avez des enjeux autour de la représentativité des données, vous créez un entrepôt de données, vous voulez garder certaines propriétés statistiques, il faudra utiliser certaines méthodes et pas d'autres. Si vous avez des questions de cohérence inter-application dans vos environnements de pré-production par exemple et que vous voulez conserver la corrélation entre les différentes bases de données, vous avez certaines techniques qui vont permettre de conserver le format, les relations et pas d'autres. Et puis il y a la question de l'efficacité du masquage par rapport à l'effort que devrait mettre un attaquant pour réidentifier les personnes, si tant est que ce soit possible, par rapport à votre enjeu. Donc voilà un petit peu pour poser la problématique, donner quelques définitions et différentes techniques, et finalement vous montrer un petit peu comment est-ce que tout ça c'est utilisable par rapport à quels enjeux. Maintenant, quels sont les cas d'usage autour de l'anonymisation? Pourquoi est-ce qu'on mène des projets finalement d'anonymisation? Pourquoi est-ce qu'on envoie chez nos clients? Donc, de manière historique, on est plutôt sur la partie gauche, les 2 grands cas d'usage d'anonymisation, c'est simple, c'est pareil, des choses relativement exclusives, les environnements hors production. Donc, dans votre système d'information, vous avez plein de données à caractère personnel, vous avez votre base client, vous avez votre base RH, et c'est des données que vous utilisez, et c'est bien normal. Vous avez ensuite sur votre système d'information tous les environnements amont, donc tous les environnements pour les développeurs, pour l'intégration, les tests, la recette, voire la formation. Vous avez une multitude d'utilisateurs qui vont accéder à ces environnements pour faire des POC, se former, faire du debug, s'entraîner, faire des évolutions applicatives. Et c'est des utilisateurs qui n'ont pas de raison d'avoir la connaissance et d'avoir accès à toutes les données à caractère personnel de vos bases de production. Donc ça, c'est un petit peu systématique dans toutes les entreprises. Donc, c'est un générateur de beaucoup de projets d'anonymisation avec certaines des contraintes qu'on évoquait précédemment. En production aussi, vous avez des bases de données avec plein de champs, plein de valeurs, et vous ne voulez pas forcément que tout le monde ait accès à tous les champs, toutes les valeurs. Donc, vous avez des techniques d'anonymisation, de désensibilisation, de masquage de certaines données, de certaines colonnes par rapport au rôle et aux droits de l'utilisateur. Donc, vous avez aussi des cas d'usage en production d'anonymisation qui sont relativement répandus. Et puis, alors, des cas d'usage un petit peu plus récents, notamment poussés avec l'avènement du RGPD, mais pas que, vous avez tout ce qui est entrepôt de données. Donc, c'est la mode en ce moment des entrepôts de données, évidemment. La donnée a de la valeur, on veut la valoriser, on veut l'utiliser au maximum de ses capacités. Et donc, on met toutes les données qu'on a au même endroit, données à caractère personnel, pour en tirer de la valeur. Par rapport au RGPD, aux enjeux réglementaires et même pour la protection de la vie privée pour les personnes concernées, vous ne pouvez pas le faire sans un certain niveau de sécurité et de protection de ces données. Et donc, des techniques de pseudonymisation, anonymisation vont permettre de ne pas mettre toute la matière brute dans ces entrepôts, mais uniquement une certaine matière qui va garder de la valeur, mais sur laquelle vous n'aurez plus le même risque pour les personnes en cas de réidentification. Tout ce qui est échange avec les tiers, de la même manière, vous avez des partenaires, vous avez des fournisseurs avec qui vous échangez certaines données à caractère personnel dans certains cas. Ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir toutes les colonnes, toutes les données, etc. à chaque fois. Donc, vous avez aussi des solutions qui peuvent être utilisées pour ces transferts, pour sécuriser et limiter l'exposition. Et enfin, sur l'effacement des données, vous avez un dernier cas d'usage avec des applications qui ne permettent pas toujours d'effacer les données directement. Et donc, vous avez des solutions qui permettent de simuler des faux enregistrements, par exemple en mettant tous les noms de famille des personnes supprimées au même nom de famille, plutôt que d'aller effacer au niveau des serveurs ou du stockage lorsque ce n'est pas possible. Ça, c'est des solutions qui peuvent être utilisées aussi. Et notamment dans le cas du droit à l'oubli, si une personne vous demande de supprimer ces données, vous
pouvez automatiser le process avec ce genre de solution aussi cross-application. Voilà, dernier cas d'usage que je voulais évoquer, c'est tout ce qui est Move to Cloud, Go to Cloud, donc tous les projets des entreprises en ce moment pour aller vers du cloud public. Forcément, le cloud public, ça pose un certain nombre de bénéfices et de risques. Et du coup, on a dans beaucoup de politiques de sécurité des organisations, politiques de protection des données, des règles qui disent mes données à caractère personnel, je ne peux pas les déposer n'importe quand, n'importe comment sur du cloud public. Et donc, si je vais sur le cloud, il faut que je les protège, soit en les anonymisant, pseudonymisant, soit en les chiffrant, soit via d'autres méthodes. Donc ça, c'est un levier qui génère beaucoup de projets aussi chez nos clients. Beaucoup de monde va sur le cloud public, Amazon, Google, Microsoft ou autres, et toutes les applications SaaS par exemple, mais lance des projets autour de la protection des données pouvant inclure le sujet de l'anonymisation. Donc l'exemple que vous avez en bas, c'est par exemple dans le cas où vous voulez mettre un entrepôt de données sur des données de santé sur le cloud, forcément vous n'allez pas mettre toutes les données de santé et toutes les données identifiantes des personnes dont dépendent ces données dans le cloud n'importe comment. Donc vous allez peut-être mettre en place une solution de pseudonymisation ou anonymisation pour être sûr que du côté de l'hébergeur cloud, il n'ait pas accès aux informations identifiantes. Donc voilà un petit peu le dernier cas d'usage, en tout cas, qui génère pas mal de projets d'anonymisation. Et maintenant, je vais laisser la main à Laurent pour vous raconter finalement comment se passe un projet. Eh bien, merci Laurent. Donc, c'est un critère de recrutement chez Wavestone, mais on s'appelle tous Laurent. Et donc, maintenant, on rentre dans le détail. Un projet d'anonymisation, c'est quoi? Donc, on va vous partager avec ce slide les grandes étapes et les points clés. Donc, un projet d'anonymisation, ça commence par une étude de l'existant et des besoins d'anonymisation. Donc, la première étape, pour commencer, c'est faire un peu une cartographie applicative, analyser les données qui existent, quelles sont les sources de données qui alimentent notre périmètre, quelles sont les données qui sortent de mon périmètre, quelle est la sensibilité des données, quelles sont les contraintes techniques. Par exemple, si j'ai des partenaires qui sont sur des solutions SaaS, c'est à prendre en compte parce que j'aurai moins la possibilité de faire évoluer la solution SaaS qu'une solution que j'ai en interne. Il y a aussi toutes les contraintes liées au fonctionnel, toutes les contraintes de cohérence, les liens entre les données, etc., qui sont à identifier parce que tout ça, c'est à prendre en compte au moment de choisir mes techniques d'anonymisation. Une fois que j'ai vraiment fait cette analyse de l'existant, la bonne pratique, c'est vraiment de faire une analyse de risque pour vraiment évaluer le risque derrière mes données personnelles. L'analyse de risque, ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va analyser les modalités d'accès à mes données. Forcément, je n'ai pas le même risque selon que mes données sont très protégées et que très peu de personnes y ont accès, ou si c'est de la donnée ouverte plus largement. Et pour finir sur cette partie, finalement, analyse de l'existant, analyse des besoins, l'étape qui est vraiment aussi très importante, c'est de lister les cas d'usage qui sont utilisés par mes données. C'est-à-dire, si mes données sont utilisées à des fins de reporting, Laurent en a parlé tout à l'heure, j'ai des contraintes de maintenir la représentabilité des données pour que les stats que je pourrais construire sur mes données anonymisées gardent du sens. Donc, c'est quoi les points clés ou les points de vigilance sur cette étape-là? Il faut se poser la question du périmètre, de ce que je vais anonymiser. Est-ce que je vais anonymiser uniquement mes données de production, uniquement mes données hors production, ou est-ce que je traite les deux? Donc, bien, à nouveau, je l'ai déjà un peu dit, je le redis, prendre en compte les flux entrants et les flux sortants pour capter les contraintes qu'il y a aussi à l'externe. Et aussi, quelque chose à prendre en compte, c'est d'identifier un peu les données de référence, qui sont des données partagées dans le SI, et derrière lequel il y a à nouveau des contraintes de cohérence dont il faut que j'ai conscience et que je prenne en compte dans les étapes qui suivent. Et donc l'étape qui suit, c'est de finalement choisir parmi les méthodes que Laurent nous a présentées rapidement tout à l'heure, la bonne méthode qui va répondre à mon risque, et à mes contraintes métiers et à mes contraintes techniques. Et donc là-dessus, il n'y avait pas vraiment de point clé. Le facteur clé de succès, c'est d'avoir bien fait l'étape d'analyse de l'existant avant. L'étape d'après, c'est finalement de choisir un outil. Donc là, classiquement, nos clients ils passent par une étape de benchmark et ensuite la réalisation d'un POC. Et donc là,
ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si jamais vous êtes dans un cas d'usage d'anonymisation lié à une migration sur le cloud, finalement, les fournisseurs cloud fournissent des outils d'anonymisation, et donc ça peut être un accélérateur de votre projet de les utiliser. Et donc ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, il faut finalement rentrer dans le projet et implémenter tout ce qu'on a défini. Il y a la dernière étape, l'étape numéro 4, qui est vraiment importante, parce que finalement, un projet d'anonymisation, ça ne se termine pas simplement quand on a vérifié dans les écrans, dans les bases de données, qu'effectivement, on n'a plus de données personnelles. En fait, ça se termine une fois qu'on a vérifié qu'on ne pouvait pas réidentifier les données. Et c'est vraiment ça qui va dire si le projet, si on est allé au bout. Et donc c'est vraiment une étape qu'on vous conseille de faire pour, une fois que j'ai terminé le projet, maintenant vérifions que tout ce que j'ai fait, ça nous permet bien d'atteindre le but, de ne pas pouvoir réidentifier. Et finalement, cette étape-là, c'est quelque chose qu'on vous conseille aussi de faire régulièrement, par exemple tous les ans, parce que finalement les techniques de réidentification, elles s'améliorent avec le temps. Et donc des données que j'anonymise aujourd'hui et pour lesquelles j'ai vérifié c'est solide, je ne peux pas arriver à retrouver le nom et le prénom de la personne. Peut-être que demain, parce que les outils se sont modernisés, j'aurai besoin d'aller plus loin en termes d'anonymisation parce que les mécanismes de réidentification sont plus complets ou vont plus loin. Et le deuxième un peu chose à avoir en tête, et donc qui dépend un peu de l'ampleur de votre projet, c'est si jamais vous avez un peu une volonté d'anonymiser significativement votre SI, ça peut être une bonne idée d'intégrer cette contrainte d'anonymisation dès les phases de cadrage de vos projets. Comme ça, finalement, toutes les questions qu'on s'est posées, on se les pose dès la réalisation du projet, et donc on identifie les éventuelles problématiques en amont, et donc ça, en général, ça facilite le projet ensuite. Quelques mots maintenant sur les outils. Donc il y a évidemment deux grandes catégories, les solutions maison ou alors les solutions d'éditeurs du marché. Ce qu'on voit, c'est que les solutions maison, c'est plutôt des solutions mises en place sur des très petits périmètres ou alors sur des besoins très spécifiques. Et sinon, le résultant, c'est des solutions éditeurs. Donc la répartition, c'est un tiers de solutions maison, un tiers de solutions historiques, typiquement Informatica, Oracle et IBM, et un tiers de solutions un peu innovantes de nouveaux arrivants. Donc le message ici, c'est de se dire, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas vraiment de leader du marché, donc il faut vraiment vous baser sur vos besoins pour choisir la solution. C'est quoi les grandes limites des projets? Alors, je vais aller assez vite, c'est des projets coûteux parce qu'il y a évidemment le coût du projet, le coût de licence. Il y a aussi un volet important qui est la conduite du changement, la sensibilisation. Typiquement, vos métiers, ils ont peut-être l'habitude au marketing d'avoir accès à toutes les données disponibles dans l'entreprise. On arrive avec notre projet d'anonymisation, les métiers on va modifier leur manière de travailler, et donc il y aura besoin de les accompagner, de trouver avec elles des nouvelles solutions. Et enfin, il peut y avoir des résultats mitigés. D'une part, ça peut rallonger les travaux métiers, comme je l'évoquais, ou alors rajouter les projets SI, parce qu'on rajoute cette contrainte d'anonymisation à traiter en amont. Et enfin, là-dessus, je vais passer, c'était à nouveau un exemple de données réanonymisées de Netflix. Mais comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je passe. Donc au final, la conclusion qu'on vous propose de partager aujourd'hui, c'est l'anonymisation, c'est un outil utile qui permet de diminuer les risques, qui permet de respecter la réglementation. Et donc c'est vraiment, on vous conseille de vraiment l'étudier dans le cadre de votre stratégie data. Après, malgré tout, il faut avoir en tête que il y a des limites, on en a évoqué quelques-unes aujourd'hui, et donc la bonne pratique, c'est souvent de coupler l'anonymisation avec d'autres solutions de mitigation des risques, comme la minimisation des données, c'est-à-dire ne garder que les données dont on en a absolument besoin, ou alors le chiffrement de ces données. Et on a fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ?
crois qu'il faut que vous ayez le micro. Merci. Moi, j'en aurais deux. La première, c'est en termes de compétences, vous faites les trois, c'est-à-dire intégrer des solutions historiques, intégrer des solutions innovantes et faites du développement maison, déjà, vous. Alors non, Wavestone, on ne fait pas de développement de base, donc on va plutôt être en accompagnement, entre guillemets, assistance maîtrise d'ouvrage sur les étapes de cadrage dont je parlais, et pilotage de projet, mais on n'est pas intégrateur et on n'est pas développeur. D'accord, ok. Et ma deuxième question, c'est est-ce que il vous arrive de traiter des cas où, de façon atomique, la donnée en soi, elle n'est pas sensible, mais c'est l'agrégat des données qui fait qu'il va y avoir une très forte valeur ajoutée et qui là peut poser potentiellement des questions. Je donne un exemple très concret dans notre cas où en fait on agrège en fait des données publiques venues de plusieurs sources qui permettent en fait d'avoir un éclairage différent d'une entreprise ou d'un acteur économique. Et en fait c'est la somme de ces couches qui fait que tout d'un coup la donnée prend beaucoup de valeur et qu'on se pose la question de toujours la diffuser dans son intégralité, qui fait que en fait, la somme de données publiques non confidentielles qui ne nécessitent pas forcément un anonymat demeure, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce qu'il vous arrive en fait de devoir trancher des cas comme ça? Vas-y. Alors effectivement, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Laurent sur la réévaluation régulière du risque. C'est-à-dire que des choses comme ça, on en voit. Donc la bonne pratique, quand on a un doute, c'est de réaliser une étude d'impact sur la vie privée pour savoir quel va être l'impact pour les personnes concernées, les personnes à qui appartiennent ces données en cas de divulgation, mais aussi en cas d'agrégation des données que moi je publie avec d'autres données publiques. Et donc, il n'y a pas de réponse tranchée, évidemment. À chaque fois, la réponse, ça va être par rapport au risque. Donc, si vous identifiez qu'à un moment donné, il n'y a pas de risque que vous publiez vos données, soit, mais c'est pour ça que régulièrement, tous les ans, ou lorsque vous mettez à jour votre traitement, il faut se reposer cette question parce que vous aurez peut-être de nouvelles données publiées qui vont permettre de tirer d'autres conclusions. Et donc, le niveau de risque pour les personnes concernées, il va augmenter. Et là, vous devrez revoir votre politique et votre stratégie d'anonymisation. Donc, c'est là qu'il y a le projet One Shot, mais après, il y a toute cette veille sur la réidentification et les risques pour les personnes concernées. Évidemment, il n'y a pas de réponse tranchée, j'ai le droit, j'ai pas le droit, mais il faut vous poser la question du risque et mettre à jour vos évaluations pour avoir les bonnes conclusions à proposer à l'ensemble des acteurs. J'ai répondu à votre question? Bonjour. Par votre expérience, l'objectif de l'anonymisation, c'est d'être compliant avec la réglementation ou de pallier un risque de sécurité, d'attaque? Enfin, je ne serais pas exclusif entre les deux. Les deux sont importants. Oui, la compliance, en général, les entreprises y tiennent, parce que ça fait mauvaise presse de ne pas être compliant. Et par contre, le risque pour les personnes concernées, c'est qui? C'est leurs collaborateurs, c'est leurs clients ou c'est leurs partenaires. Donc une perte de confiance de ces acteurs clés pour l'entreprise, ça peut aussi être très dangereux et mettre en danger la vie de l'entreprise. Donc on a aussi des projets qui sont non pas tirés par l'aspect compliance uniquement, mais vraiment par l'aspect business, par rapport au risque de ce qui pourrait se passer en cas de divulgation vis-à-vis des clients. Voilà, donc les deux facteurs sont là. Enfin, forcément, il y a des enjeux réglementaires derrière, mais l'enjeu est peut-être parfois remis encore plus en exergue par l'aspect business et le fonctionnement de l'entreprise. Deuxième question. Est-ce que vous voyez un poste qui commence à se créer dans les entreprises de garant de l'anonymisation? Ça commence à être un job ou pas? Alors, moi, je n'ai pas en tête de poste spécialisé sur ce sujet-là. Après, toutes les filières protection des données et les équipes DPO regardent ces sujets de très très près. On mène en ce moment quelques projets. Le DPO, c'est quasiment le sponsor du sujet. Bon, avec les limites de l'indépendance, etc., je ne rentre pas dans la gouvernance détaillée, mais il est clairement au fait du projet, il suit ça de très près. Après, ce n'est pas lui qui pilote vraiment et qui est la MOA réellement. Après, il n'y a pas de poste, à ma connaissance, dédié sur ces sujets-là encore, en tout cas pas dans les environnements que j'ai croisés. Je pense que c'est un petit peu spécialisé. Il faut y voir que c'est une technologie, c'est une méthode pour protéger les données, mais c'est avoir dans un panel global la minimisation, le chiffrement et d'autres technologies éventuellement qui peuvent être finalement, qui à la fin sont utilisées pour maîtriser les risques,
mais qui ne sont pas obligatoires, hein. L'anonymisation, la pseudonymisation, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire réglementairement. C'est au choix parmi un ensemble de solutions de protection des données. J'ai répondu à votre question? Très bien. Je prends une autre question là-bas. Donc là, en anglais, vous répondez plutôt positivement à la question de la conférence, c'est-à-dire que l'anonymisation devrait faire partir de la stratégie data, c'est ça? On dit qu'elle devrait être étudiée, en fait, textuellement, on dit should. En fait, notre. Plus de réserve alors, plus de réserve. C'est pas si clé que ça, effectivement. Il y a des endroits. Justement, c'est ma question. Allez-y, pardon. Parce que là, du coup, vous parlez après de minimisation. Et moi, ma question, c'est si vous deviez conseiller un de vos clients, vous lui demanderiez de commencer par quoi d'abord? La minimisation ou l'anonymisation? En fait, je n'aurai jamais une réponse aussi tranchée sans connaître spécifiquement ce client, le besoin et ses enjeux. Du coup, ça va toujours dépendre du contexte. Et là, ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel on est. C'est comme on a fait un gros focus sur les grandes bases de données, mais certaines entreprises ont très peu de données à caractère personnel par leur métier aussi. Donc, aller dans des projets complexes, quand même, disons-le, de ce type-là, c'est peut-être pas la priorité. Il y a peut-être d'autres choses à faire, simplement en gestion des accès, déjà, revoir les droits, qui a accès, etc. Donc voilà, là, faut vraiment mettre ça dans sa... Par contre, la réflexion est importante dans le cadre d'une stratégie data. Parce qu'il faut au moins se poser la question, quels sont mes cas d'usage, quels sont les risques pour les personnes concernées, est-ce que ça peut répondre à mes enjeux? Parce que le marché est quand même aujourd'hui beaucoup plus mature qu'il n'était quelques années, donc il y a des projets qui fonctionnent, mais encore faut-il bien définir le périmètre et les enjeux métiers, les besoins pour que ça marche. C'est pour ça qu'on a évoqué l'analyse de risque. C'est pour ça qu'on évoquait l'analyse de risque dans l'étape au début, là, pour vraiment... c'est ça qui nous aide à choisir, entre guillemets, en disant est-ce que je prends anonymisation, minimisation, les deux, chiffrement. C'est au regard du risque en fait, qu'il y a dans ce que vous regardez. Très bien, merci à vous. Merci à vous.